Bonsoir Sarah Salman. Bonsoir. Vous êtes avocate, spécialiste du droit de la famille. Vous publiez ce livre, Tout pour se défendre, mes droits, mode d'emploi. C'est un véritable guide pour finalement s'en sortir dans différentes situations compliquées de la vie quotidienne, tous les petits tracas qu'on peut rencontrer. Vous avez coécrit ce livre avec le bâtonnier de Paris, Olivier Cousy, et vous êtes parti d'un constat. Finalement, on connaît assez peu notre système juridique. Comment ça fonctionne ? Ce qu'il y a, c'est que nous, on est parti d'une expérience de terrain et on s'est rendu compte que les gens connaissaient mal leurs droits. Et pourquoi ? Parce que tant qu'on n'est pas confronté à une difficulté, eh bien, on ne s'en préoccupe pas. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est une véritable bible juridique avec des conseils préventifs. Ça veut dire connaître ses droits avant d'en avoir besoin. Oui, avant d'avoir le problème et de devoir le gérer. 7 Français sur 10 estiment que l'accès aux droits est de plus en plus difficile. Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Je pense que c'est une réalité, dans la mesure où les Français ne savent pas quand saisir un avocat, ils n'en connaissent pas forcément. Par exemple, si on parle de l'aide juridictionnelle, ils ne savent pas s'ils ont droit ou pas à cette aide. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas toujours les bons réflexes. Et ce n'est pas de leur faute. Si on ne connaît pas un avocat près de chez soi, comment on fait, ne serait-ce pour le trouver ? Ça, vous l'expliquez dans votre livre. On explique comment trouver un bon avocat. Enfin, un avocat. Quand je dis un bon avocat, c'est un avocat. C'est intéressant d'ailleurs. C'est un avocat. Il y a un chapitre là-dessus. Le bon avocat, c'est celui qui vous correspond. Oui, mais comment est-ce qu'on sait ? Eh bien, il y a des petites questions qu'on peut peut-être poser. Quelle est sa spécialité ? Ça peut quand même aider. Si vous voulez divorcer et que vous allez voir un avocat qui fait du droit immobilier, ça va être un peu compliqué, je pense. Votre livre, vous le disiez, il y a plein de cas pratiques. En tête des préoccupations des Français et de vos clients principalement, c'est le divorce. C'est le divorce qui, je pense que j'ai eu beaucoup plus de dossiers après le confinement, une vraie explosion, je dirais. Mais oui, c'est ça. Alors, 27%, c'est ça ce chiffre, 27% des couples ont eu l'intention de se séparer pendant le confinement. Alors, ce chiffre n'est pas de moi. De l'IFOP. Effectivement. Je pense que c'est assez représentatif de la réalité parce qu'il y avait tous les couples qui avaient envie de se séparer avant, mais le couple aurait pu durer, je dirais, quelques années de plus, ou alors un divorce amiable. Et avec le confinement, ils se supportaient plus, il faut dire les choses. Ça, vous l'avez vu dans votre cabinet ? Oui, ils étaient pressés surtout. Ça veut dire que pendant le confinement, je recevais des appels, parce que je ne pouvais pas recevoir à mon cabinet, avec préparer la requête, maître, pour que ça aille vite. Et ça, les juridictions étaient fermées. Donc déjà que la justice est lente d'habitude, là, les gens avaient encore plus de temps. Mais ce qu'il y a, c'est que certains couples ont réussi à faire un divorce amiable. Ça veut dire être d'accord sur le divorce et les effets. Et là, ça va plutôt vite ? Ça va plutôt vite parce que c'est extrajudiciaire, c'est-à-dire en dehors. C'est pas devant le juge. Donc ça va plus vite quand c'est contresigné par avocat. Donc on n'a pas forcément besoin de juge. Et du coup, c'est moins cher. C'est souvent moins cher, effectivement, souvent plus rapide parce qu'il n'y a pas d'audience. Donc vous n'êtes pas soumis à l'aléa de la durée de la procédure. Quand il y a un divorce, il y a souvent, pas tout le temps, mais souvent des enfants. Et vous revenez sur un sujet qui cristallise les tensions, c'est la pension, avec pas mal de préjugés autour de la pension. Pas mal de préjugés, et je tiens à souligner que la pension alimentaire diffère de la prestation compensatoire, qui est une somme pour l'époux. La pension alimentaire, c'est pour les enfants. Oui. Qui n'est pas d'ailleurs forcément payée par le père. On pense souvent au papa. Alors c'est souvent la mère qui a la garde, mais de plus en plus il y a des pères qui l'ont, et ça peut être madame, donc la mère qui donne une pension au père. Mais c'est pour les enfants. Ça veut dire quand il y a des tensions, le parent se dit c'est de l'argent que je vais donner à mon ex, mais pas du tout. C'est de l'argent pour l'enfant. Oui. Et contrairement à ce qu'on pense, ça ne cesse pas à la majorité. Parce que vous avez des clients qui me disent de toute façon à 18 ans c'est fini. Ah non, pas du tout. Si l'enfant n'est pas autonome, ça peut durer jusqu'à 25 ans. Il faut que l'enfant soit autonome. Autonome, ça veut dire qu'il travaille ? Il travaille. Après, il faut qu'il fasse des études sérieuses, pas sur la qualité des études, mais par exemple, s'il fait une année de droit, une année de lettres, une année d'anglais, bon, là, on peut se poser des questions. Mais s'il y a un projet construit, si par exemple l'enfant veut faire... par exemple, médecine, vous avez beaucoup d'années d'études, eh bien, il va falloir payer la pension alimentaire. Jusqu'à la fin des études. Autre sujet de friction éventuel dans une famille, ce sont les successions. Et cette question étonnante qu'on vous pose souvent, est-ce que je peux déshériter un enfant ? Et la réponse n'est pas forcément celle qu'on croit. Alors, je pense que l'adage « on choisit ses amis, mais pas sa famille » prend toute sa dimension avec cette question. Alors, on peut déshériter ses enfants en France ? Non. Après, il y a d'autres mécanismes. Si vous avez envie soit de les désavantager, par exemple, vous préférez votre fille que votre fils. On peut désavantager un enfant ? Oui, avec la quotité disponible, c'est une somme dont vous disposez librement.
Bon, ça crée quelques tensions. Hein. Ah bah, Sinon, vous avez le ouais. viager aussi. Si vous faites un viager, à la fin, il reste plus grand-chose. Donc vous donnez des conseils quand même à vos clients pour favoriser un enfant plutôt qu'un autre? Ah bah, moi, je réponds à une C'est ce qu'ils vous demande. demandent, Je ne suis pas là pour juger de la morale, mais c'est souvent ce qu'on me dit. Mes enfants, vous voyez, j'ai une cliente qui est vraiment âgée. Eh bien, ses enfants ne viennent jamais la voir. Oui. Est-ce qu'on peut aussi comprendre sa demande de dire « je préférais avantager une amie Okay. Est-ce que c'est possible? Avec la quotité disponible, oui, mais pas au-delà. J'ai lu également qu'il y avait des cas très exceptionnels où un enfant jugé indigne pouvait être déshérité, c'est vrai? Alors, une indignité, c'est pas juste se disputer. Hein. C'est des procédures en général pénales Ouais. et qui sont très spécifiques. D'accord. Autre famille, cette fois-ci on la choisit pas, ce sont les voisins. Et là aussi, il y a un vrai. Alors là, il y a un vrai sujet. Je pense que le confinement, c'était aussi un sujet parce que tout le monde était chez soi. Ouais, donc on a découvert cette grande famille que sont les voisins, Ah encore oui. plus présentes. Dans toutes leurs dimensions. Dans toutes leurs dimensions. Alors il y a les fameuses nuisances sonores, visuelles. Alors j'ai vu d'ailleurs dans le jargon juridique, il y avait un nom, hein, on appelle ça des nuisances esthétiques. Voilà. Ça, c'est si vous avez un arbre qui vous gêne, mais c'est pas ce qui Revient le plus. Ce qui revient le plus, c'est le tapage nocturne ou les troubles anormaux du voisinage. Et comment est-ce qu'on sait si c'est vraiment anormal ce qu'on vit? Il y a plusieurs critères. C'est soit l'intensité, c'est-à-dire que c'est énorme, soit la durée, soit la répétition. Mais un seul suffit. Donc un de ces trois critères. Oui, après, si c'est un voisin qui met un peu de perceuse pour faire ses travaux, il faut quand même prendre sur soi. Si c'est le 31 décembre, il faut prendre sur soi. Mais généralement, quand les gens arrivent excédés dans un cabinet d'avocats où ils sont comme ça, généralement, il y a troubles anormaux du voisinage. Mais il faut le prouver. Et ça, c'est pas facile parce que vous avez des constats d'huissier. Est-ce que le locataire a envie d'appeler un huissier en urgence et de payer les frais? Alors c'est quoi le conseil qu'on donne? Faire des pétitions, main courante, recommander, faire que des écrits et dialoguer. Parce que si on peut s'en sortir avec une médiation, c'est mieux. Parce que sinon, entre les trêves hivernales, etc., mais l'expulsion, elle n'est pas pour tout de suite, même si vous avez gain de cause. Ah oui, parce que tapage nocturne, passer du tapage nocturne à l'expulsion, on est quand même dans un cas extrême. Oui, mais ça arrive plus qu'on ne le pense. C'est vrai? Oui, mais les gens, souvent, préfèrent déménager. Déménager eux-mêmes. Oui. Du côté des... Alors là, on ne parle pas de déménagement, mais de l'immobilier quand même. Hein. Ce sont les cambriolages. Il y en a beaucoup en France, 400 000 par an. Alors, on inclut aussi les tentatives de cambriolage. D'accord, dans les 400 000. Oui, c'est-à-dire que tentative, on essaie, mais ça ne marche pas. Et pourtant, 10 à 15% d'entre eux seulement qui sont élucidés. Eh bien oui, parce que les auteurs des faits portent souvent des gants. Et donc, on ne peut pas les retrouver. C'est difficile. Ils ne sont pas pris en flagrant délit. Est-ce qu'il y a des conseils que vous donnez pour se prévenir? Oui, c'est des conseils vraiment préventifs. Par exemple, si vous mettez une fausse caméra, ça coûte 15 €, eh bien, ça peut dissuader. Ça marche. Ça peut marcher, mais il faut multiplier les choses. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas là pendant un mois, c'est pas utile de le dire sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est pertinent d'afficher un train de vie ostentatoire et de dire qu'on n'est pas là du 10 juillet au 10 août? Non. Je ne suis pas certaine. Et maintenant, il y a des opérations proposées par les mairies, je crois aussi. Oui, c'est des patrouilles qui circulent et vous avez aussi l'opération Vacances Tranquilles. Donc, c'est ce dispositif. Vous avez le home sitting. Vous prêtez votre logement, par exemple. Ça marche mieux si vous habitez dans le sud. Hein. Vous prêtez votre maison dans le sud à quelqu'un gratuitement. Qui est là pour l'occuper. Et qui vous la garde. Mais plein d'autres conseils dans cette Bible, justement, des conseils juridiques pour tous les tracas de la vie quotidienne, avant peut-être de faire appel à C'est de la prévention. On peut se passer de vous grâce à vous. Exactement. Tout pour se défendre, mode d'emploi, mes droits, avec Olivier Cousy. C'est aux éditions Robert Laffont. Merci à vous. Merci. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous.